Bonjour, c'est Romain Bédouc. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, le podcast débat de France Bleu Paris. Oh, que j'aime quand on aborde des semaines comme celle-là. On a la boule au ventre, on sait pas trop ce qui va se passer. C'est assez rare finalement cette sensation parce qu'en Ligue 1, on peut pas vraiment dire que ce soit fréquent, quoi. Mais en Ligue des Champions, il faut des grandes affiches comme ce déplacement à l'Allianz Arena. Et qui dit grande affiche dit double dose de 100% PSG La Tribune cette semaine. On sera également là mercredi soir en podcast pour débriefer ce match face au Bayern Munich. D'ailleurs, j'aimerais remercier tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent sur YouTube. 100% PSG La Tribune fait partie des meilleures audiences de la chaîne de France Bleu et en podcast. On est aux portes du top 10 de tout le réseau France Bleu, premier en sport et c'est pas mince à faire parce qu'on a dû annuler quelques émissions, notamment en octobre. Donc merci à vous pour votre fidélité. Merci d'être une communauté active et bienveillante. Il y a énormément de discussions intéressantes sous les vidéos YouTube entre supporters du PSG qui veulent le bien du club tout en critiquant parfois ce qu'il y a à critiquer. J'ai une pensée pour tous les supporters qui sont actuellement dans la voiture, en déplacement pour Munich, qui nous écoutent pour passer le temps sur les autoroutes à vitesse illimitée d'Allemagne. Ce podcast, il est pour vous et il y a un débat qui devrait particulièrement vous intéresser et vous concerner. Voilà, c'était le moment feel good, remerciement. Je vous ai dit que je suis de bonne humeur et je suis de bon poil cette semaine. 100% PSG La Tribune, c'est parti. 100% PSG, La Tribune. Au programme de 100% PSG, La Tribune, on aura le traditionnel j'aime pas sur le match de Toulouse. Ensuite, on aura des petits débats. On va parler d'abord de Ligue 1. Leader, invaincu, mais critiqué. Sommes-nous trop sévères avec le PSG de Luis Enrique? Tiens, je vous poserai la question de savoir ce que vous en pensez par rapport aux prestations du PSG en Ligue 1. Ensuite, on se tournera vers le Bayern, Safonov, Colomboigny, Beraldo. Quelle sera la surprise de Luis Enrique dans la compo? Parce que oui, il y a toujours une surprise. J'ai ressassé les 4 premières compositions d'équipe en Ligue des Champions. Il y en a toujours une. Et puis on aura un petit débat qui sent la poudre. Le stade et les paroles de Nasser Al-Khelaifi. Les arguments de Nasser sont-ils crédibles sur le stade? On va se poser cette question-là. On va tout rappeler les enjeux pour savoir si le PSG doit et va partir du Parc des Princes. Menu déroulé, présentation de l'équipe. 100% PSG, La Tribune. Qui compose la tribune aujourd'hui? Pour l'instant, ils sont que 2, ils seront peut-être 3. Parce que j'ai Marc Méchenois qui me dit « Je suis bloqué dans la 6, c'est bloqué à Kléber, c'est un enfer ». Donc voilà, donc il sera certainement là pour la suite de la tribune. Mais pour l'instant, avec moi, Yacine Amened de Paris United et du Club des 5. Salut. Salut à tous. Comment ça va? Ça va bien. Impeccable? Ouais, ça va. Est-ce que t'es impatient, un peu comme moi là? Ouais, encore plus parce que vu le début de parcours en Ligue des Champions, c'est vrai qu'il y a une excitation particulière parce que normalement les 5e journées de Ligue des Champions en général. Normalement c'est fini, c'est ouais, fait. on est plus là pour se dire est-ce qu'on va être premier ou pas. Mais on est déjà qualifié. Là, c'est vrai que là on pense plus à la première place. Ouais, on pense même pas aux 8 premières. Non, on aimerait bien penser aux 24 premières. Ouais, là. exactement. Voilà. Et avec nous, Julie Yala, journaliste indépendante qui travaille pour Beansport, RMC, BFM, Infosport Plus. Enfin bref, tu te balades un peu partout. Voilà, Salut un peu Julie. partout. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va bien. Comment tu te sens? Aujourd'hui, ça va. Demain, ce sera une autre histoire. On verra demain. On verra ce que ça va donner. Dites-nous, vous, les supporters qui nous regardent, qui nous écoutent, comment vous vous sentez là? Je sais que la plupart vont nous écouter et vont nous regarder avant le match face au Bayern. Donc, donnez-nous votre ressenti. On va faire un j'aime pas. On va en faire. Vous savez quoi? On va en faire un chacun. Moi, je vais m'en faire aussi un petit peu. Alors, vous avez le même j'aime pas les deux. Donc, vous savez quoi? On va le faire en commun. D'abord. Vous n'aimez pas actuellement les prestations de Bradley Barcola. Je vais commencer par toi, Julie. Pourquoi t'aimes pas trop Barcola en ce moment? En fait, je veux l'encourager. C'est pour ça qu'il est dans mon j'aime pas. Donc, j'aime pas, mais c'est pas que j'aime pas Bradley Barcola. Parce que s'il fallait créer un fan club de Bradley Barcola, je le ferais. Mais il n'empêche qu'il a perdu un peu de précision. Je ne sais pas ce qui lui manque en ce moment. Je le trouve un peu en dedans. J'ai l'impression que son jeu, il est un peu plus prévisible, un peu plus stéréotypé. Les défenseurs en face savent à peu près ce qu'il va faire. Et moi, ça m'embête un petit peu. Je ne sais pas. Et peut-être qu'il a perdu un peu de joie, faudrait lui demander à Bradley parce que il est meilleur buteur du championnat quand même. On va pas lui enlever ça. C'est pas horrible. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il a une petite baisse de régime et ça m'embête un peu. J'aimerais qu'il soit un peu comme avec plus d'insouciance. Il joue avec plus d'insouciance avant, ça me manque un petit peu. Surtout qu'on va l'attendre parce que même quand il était en pleine bourre en Ligue 1,
On disait en Ligue des Champions, c'est pas encore ça. Il a pas encore marqué cette saison en Ligue des Champions, Bradley Barcola. Toi aussi, il te déçoit quelque peu là en ce moment? Ouais, mais moi, je vais pas l'encourager. Non, je rigole. Je rigole. Non, oui, il me déçoit, mais c'est vrai qu'au-delà. Alors, il y a tout ce qu'a dit Julie, c'est-à-dire, je trouve qu'il devient lisible et prévisible. Et c'est toujours le problème avec. Dans la progression dans le foot, c'est que quand tu arrives un peu jeune comme ça, tes premiers pas, tu peux surprendre. Et au fur et à mesure que les équipes t'étudient, il y a des choses que tu refais régulièrement. Et on sent bien, là, aujourd'hui, que toutes les défenses, qui sont même en Ligue 1, alors avec un peu plus de difficultés parce qu'il y a moins de qualité, mais en Ligue des Champions, ferment certaines zones de jeu qu'il apprécie. Donc, il va falloir qu'il se renouvelle ou en tout cas qu'il fasse des choses pour surprendre. Mais en dehors de ça, je rejoins Julie sur un truc, c'est vraiment son attitude. Je sais pas, il y a quelque chose de bizarre. Je le trouve pas hyper heureux, je le trouve un peu renfermé, je le trouve. Je sais pas, il y a quelque Il a chose. toujours eu un peu ce côté nonchalant. Mais Ouais. je trouve que là, c'est un peu. C'est encore un peu plus poussé. Est-ce que c'est le fait aussi alors, qu'il marque moins, c'est pas qu'il marque moins, parce qu'il marque plus que l'année dernière, mais qu'on en attende plus. Mais c'est aussi le revers de la médaille quand tu es au PSG, en fait. On attend toujours plus de toi. On te scrute beaucoup plus. On te scrute plus, tous tes matchs sont analysés. Tu vois, à Lille, Jonathan David, il peut passer 3 matchs sans marquer si l'équipe tourne. Bon, on fera la remarque, mais on passera à autre chose. Au PSG, c'est comme ça, on attend plus de toi. Donc, est-ce que peut-être que lui ne le vit pas hyper bien non plus? Voilà, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, moi, en ce moment, depuis plusieurs semaines, qui me dérangent un peu dans le jeu de Barcola. Juste là, face au Bayern, est-ce que vous en attendez beaucoup plus de la part de Bradley Barcola? On va rappeler que l'arrière droit du Bayern actuellement, c'est Raphaël Guerreiro, qu'on connaît en Ligue 1 parce qu'il a joué à Lorient notamment, et qui est un gaucher, quoi. C'était à la base un milieu gauche qui est devenu arrière gauche et qui là actuellement dépanne arrière droit avec le Bayern Munich. Tu te dis qu'il y a des choses, voilà, dans le face à face, il y a des choses à faire pour Barcola quand même. Bah, évidemment, mais après, moi, sur la forme actuelle de Barcola, je suis un petit peu inquiète parce que on pourrait s'attendre à ce qu'au moins en Ligue 1, même s'il y a cette progression qui est évidemment qu'on attend évidemment en Ligue des Champions, on s'attend quand même à ce qu'en Ligue 1, il soit un petit peu plus en maîtrise, qu'il arrive à dominer ses vis-à-vis en Ligue 1. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas sur les derniers matchs. Donc en fait, moi, c'est là où je suis un petit peu inquiète, c'est que là, le niveau va être plus élevé. Il aura face à lui aussi des joueurs de calibre plus élevé et j'espère vraiment qu'il sera meilleur que ce qu'on a vu ces dernières semaines face au Bayern. Mais après la prestation qu'il a fait à Toulouse, moi, je ne suis pas hyper optimiste. Dernière question, ça passe par quoi? Ça passe par. On parlera tout à l'heure de la compo potentielle de Luis Enrique, des surprises qu'il pourrait faire. Ça peut quoi? Ça peut être un replacement de Barcola, je sais pas, le mettre dans l'axe, quelque chose, essayer d'impulser autre chose pour qu'il redevienne imprévisible? Ouais, le problème, c'est qu'il mettra à gauche après. Oui, mais de toute façon, lui, il faut qu'il apporte de la variété à son jeu pour être moins prévisible. Aujourd'hui, on sent bien que souvent, il a envie de rentrer sur son pied droit et mettre sa fameuse frappe enroulée, et ça devient trop lisible. Et du coup, il percute plus côté gauche pour centrer. Et tu parlais justement de l'affrontement avec Guerreiro. Il y a un truc qui va être à surveiller, c'est que Guerreiro est gaucher. Et donc, contrairement à ce qu'on pense, ça va être encore plus facile pour lui de défendre à l'intérieur, puisqu'il sera sur son pied gauche. Oui, bien sûr. Donc, mais comme le dans le jeu préférentiel de Barcola, c'est pas forcément d'aller tout le temps dans l'axe. Si, tu trouves, toi? Oui, parce qu'en fait, il fait souvent je viens un peu côté et je rentre dans l'axe. Et en fait, il va se retrouver face à un gaucher. Donc, c'est une autre façon de défendre. Et quelque part, c'est quelque chose qu'on voit très rarement. En plus, on voit plutôt des droitiers à gauche que des gauchers à droite. Donc là aussi, il va falloir. Mais à sa décharge, juste la dernière chose, il n'est pas aidé aussi par le côté gauche, en fait, parce qu'entre Nuno Mendes, troisième central un peu bridé, samedi c'était Neves qui était Beraldo puis Neves. Zag. Oui, t'as raison. Zagué en première mi-temps, voilà, et puis Neves après. Bon, il n'est pas aidé non plus, c'est-à-dire que quand il se retrouve à 1 contre 2 ou contre 3, il n'est pas aidé par le latéral qui vient dédoubler et lui ouvrir des espaces. Donc, c'est peut-être un peu de sa faute, mais pas que. Il y a aussi tactiquement, il n'est pas mis dans les meilleures dispositions pour pouvoir justement déclencher des dribbles. Bon, voilà pour Bradley Barcola. On va partir sur des j'aime maintenant. Tiens, Julie, ton j'aime. Et puis après, il y aura celui Yacine. Et moi, j'en ferai un bonus parce que vous n'en avez pas parlé. Et ça m'énerve que vous n'en ayez pas parlé. Vas-y, Julie. Alors, mon j'aime, c'est la charnière. Du moins, la première période. Celle contre Toulouse. Ok, Et pourquoi pas. pourtant, quand j'ai vu la compo,
je me suis dit, cette défense, c'est pas possible. C'est que la Ligue 1, c'est que Toulouse. Ça, c'est pas sympa de dire ça. Hein. Non, d'accord. Mais voilà. Mais c'est le cas. Je me suis dit, il tente des trucs, il a envie de reposer les mecs, donc pourquoi pas. Mais j'avoue, j'ai été un peu en flip Donc, avant. on rappelle que la charnière, c'était Skriniar-Beraldo. Pourquoi ? Parce que Marquinhos était suspendu et Pacho revenait de trêve internationale notamment. Exactement. Donc moi, j'ai eu très peur en voyant cette compo de charnière centrale. Je me suis dit, entre Skriniar qui est hyper lent et Beraldo, on ne sait pas trop finalement. Je me suis dit, bon, ça promet. Et finalement, j'ai été plutôt surprise. Cette première... Moi, je les ai trouvés en maîtrise, je les ai trouvés plutôt sereins. Bon, Skriniar est toujours aussi lent, mais il n'a pas pris de risque. Il a été plutôt bon dans l'anticipation. Beraldo, en plus, il a marqué, donc il était tout content. Il est toujours content, mais là, il était encore plus. Et moi, j'ai bien aimé. Je me suis dit, voilà, finalement, est-ce qu'en Ligue 1, on n'a pas... Bon, même si... potentiellement, la Ligue des Champions, ça va s'arrêter bientôt. Mais est-ce qu'en Ligue 1, si on n'a pas envie de reposer ses cadres, on a des petites options comme ça, des petites surprises du chef. Donc voilà, moi j'ai bien aimé cette charnière. Bon, après, en deuxième période, ça a été enfin, ils sont tous un peu déplacés. Alors, c'est un truc de fou. Ils ont inversé en deuxième période. C'est-à-dire que Skriniar, qui est droitier, il était central droit en première période. Beraldo, qui est gaucher, il était central gauche. Et en deuxième période, ils ont inversé. On a eu Skriniar central gauche, donc sur son mauvais pied, et Beraldo central droit sur son mauvais pied également. Ouais, bon. et moi je trouve que ça les a pas empêchés d'être plutôt bons dans la continuité de cette première période. Et puis je crois que c'est les deux joueurs qui touchent le plus de ballons. En tout cas, Skriniar, c'est celui qui touche le plus de ballons et Beraldo est au-dessus de 100. Donc bon, sans prendre de risques, sans faire des folies. Mais moi, je leur demande pas de faire des folies à ces deux-là. On a l'impression, je ne sais pas si c'est que mon impression, mais que Skriniar, c'est quand même un peu mieux cette saison en Ligue 1. On repartait tellement loin que... Mais est-ce que c'est pas justement une bonne chose pour qu'on puisse le refourguer à quelqu'un ? C'est quoi ? C'est la marge qu'on a sur le reste, ou c'est lui qui a step up un petit peu par rapport à l'année dernière ? Je pense qu'il est un peu... Il est un peu au-dessus de l'année dernière. Alors l'année dernière, il y avait plein de choses. Il revenait de blessure, le Comté, enfin bon, il y avait beaucoup de choses. Mais je crois surtout que les deux, profitent aussi de ce qui se fait très bien au PSG depuis le début de saison, à savoir le contre-pressing. Parce que même si Toulouse a eu quelques situations de contre qu'ils ont mal exploitées, mais globalement, on subit beaucoup, beaucoup moins de transitions. Et donc, automatiquement, les défenseurs centraux, au lieu de prendre des vagues et des ballons en profondeur, comme on l'a subi par le passé, ils en prennent moins. Et ils récupèrent plus les miettes, essayer de... C'est toujours plus facile de défendre quand devant toi, tu as 6-7 mecs qui ont déjà défendu. Voilà, qui empêchent la relance, qui empêchent le jeu rapide. Donc voilà, après, effectivement, sur Skriniar, par exemple, je trouve que samedi, il a été bon dans les duels. Vendredi, mais oui. Ouais, vendredi. Plus l'habitude. Il faisait froid. Vendredi, il a été bon dans les duels et comme le disait Julie, surtout, il n'a pas pris de risque. C'est-à-dire que quand il a fallu, entre guillemets, dégager, voilà, je pense qu'il avait besoin de se rassurer aussi et il a bien fait les choses, voilà, sans être exceptionnel. Moi, je trouve que la charnière, elle a fait son match, quoi. Juste, si je peux ajouter un truc sur Skriniar, moi, je pense quand même que c'est quelqu'un d'intelligent et Skriniar, il a peut-être aussi été challengé par le fait de passer du mec qui jouait beaucoup la saison dernière à quasiment pas. Donc peut-être que voilà, mentalement, il s'est dit bon, moi aussi, il faut que je bosse un peu plus, quoi. Et puis physiquement aussi, il a l'air un peu mieux. Enfin, moi, il y a des moments l'année dernière, c'était presque gênant de voir Skriniar courir. C'était lourd, hein. Là, cette année, on sent qu'il y a un peu plus de. C'est pas la volupté non plus, c'est pas extraordinaire. Hein, ça ne sera jamais, je crois. Mais au moins, on sent que c'est un peu plus maîtrisé. Ouais. Les gestes et les courses sont un peu plus maîtrisés. Tu veux dire que Skriniar, c'est pas Federer? Non, effectivement, il y a un peu moins de classe. Ça dégage un petit peu moins. Le j'aime de Yacine. Vas-y. C'est Zaïre Emery. Ouais. Parce que c'est mieux en ce je le trouvais bien depuis plusieurs semaines. Bon, il a fait son meilleur match ce week-end. Alors, comme d'habitude, on dira ouais, c'est que Toulouse, etc. Mais ce n'est pas une question de Toulouse, c'est une question de ce qu'il a fait dans l'activité, dans les prises de balles, dans sa volonté d'aller vers l'avant. Son retour aussi autour de la 70e, ça montre qu'il a retrouvé des jambes parce qu'il est quand même en retard sur Skriniar et Beraldo sur le ballon en profondeur. C'est lui qui finit devant tout le monde à tacler l'attaquant. Et il s'est adapté un peu à tout ce qui se passait. Je trouve qu'il revenait bien. Alors, pas forcément sur la durée d'un match, mais on sentait qu'il commençait à retrouver des jambes, même du jeu. Mais samedi, il nous a donné envie d'en voir encore plus parce que c'est Zaïre Emery qu'on aime bien, quoi, qui est capable de faire beaucoup de choses. Et il avait expliqué il y a quelques semaines que
En dehors de la période qu'il a connue, équipe de France, titulaire indiscutable, etc. Et peut-être qu'il a eu besoin de le digérer, parce qu'on rappelle quand même qu'il a que 18 ans. Il a dit aussi que son bac lui Ça avait pris beaucoup d'énergie. Voilà. Donc maintenant, il l'a eu. Et peut-être que c'est des passages obligatoires dans une carrière. Mais c'est très bien qu'on retrouve quand même un Zaïre Emery à ce niveau-là, au niveau athlétique et au niveau du jeu, au moment où le PSG va en avoir besoin, parce qu'il y a quand même des matchs très importants qui arrivent. T'as bien aimé le match de Warren? Mais ouais, et il a retrouvé des jambes, mais moi je pense qu'il a aussi retrouvé un peu de mental parce que je pense que Warren il plonge un peu et en plus ça a duré longtemps finalement. Mais on lui pardonne parce qu'il est jeune et on sait ce qu'il vaut balle au pied, donc je pense qu'il a retrouvé surtout un équilibre mental qui lui avait peut-être manqué entre le bac, l'équipe de France et son statut au PSG, et c'est tant mieux, ça arrive au bon moment, j'ai envie de dire. Ah bah oui, c'est plutôt pas mal. Ouais. Warren Zaïre Emery, qui est donc le j'aime de Yacine. Je vais vous donner un j'aime moi aussi, et on va terminer les j'aime pas là-dessus. Vous n'avez pas parlé de João Neves, mais ça va pas ou quoi? Mais parce que c'est une constante. Non mais attendez, non mais c'est quand même. Enfin, je crois que il faudrait que je me rappelle dans mes souvenirs, mais sur le but de João Neves, je suis en tribune de presse, je suis assis sur mon siège. C'est la première fois depuis très longtemps que je me lève sur le geste. Je fais oh là là, c'est extraordinaire. Et ouais, le but est fou, le but est dingue. Le match globalement de João Neves, il est dans la lignée de ce qu'il fait. C'est pas un match extraordinaire, mais en fait, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'il y a très peu de compartiments du jeu dans la zone où il doit opérer, où il a une faille, João Neves. C'est-à-dire que techniquement, dans les petits espaces, dans les combinaisons avec ses coéquipiers, il est présent. Quand il doit faire du jeu long, il le fait pas souvent, mais il peut le faire. Le pied, il est quand même assez précis. Il y a une fois, il a perforé dans l'axe un peu côté gauche. Je me suis dit, mais tiens, il peut faire ça aussi, comme Vitinha aime bien le faire aussi quand il a le ballon. Défensivement, il est petit, mais il tient, quoi. Il tient, il vient harceler. Il est intelligent dans ses replacements. Je vois, il y a un moment, il y a une balle dans notre surface de réparation où il gère vachement bien le duel pour récupérer la balle. Bref, je suis fan de João Neves. Voilà. Les supporters du Benfica, ils m'avaient prévenu. Ils nous avaient dit non mais vous allez voir, non seulement c'est un super joueur, mais en plus c'est un chic type, il est hyper sympa, il est poli et tout, mais sur le terrain vous allez le kiffer, et effectivement on kiffe. Donc merci le Benfica, merci le Benfica pour pas merci pour Gonçalo Guedes, mais merci pour João Neves. Voilà, c'était plutôt bien. Est-ce que tu as le même ressenti, Yacine? Ouais, moi j'adore ce joueur. De toute façon, à Benfica, je le trouvais déjà très bon, et effectivement, je trouve il s'est adapté très vite. Il comprend beaucoup de choses, c'est un joueur très intelligent. Moi, je redis que dans certaines situations, il me fait vraiment penser à Verratti, dans sa façon de courir et dans sa façon de... Il y a un ballon en première mi-temps où il fait une feinte de corps dans les 25 mètres du PSG, où il fait une feinte de corps pour sortir du pressing. Mais il me fait tellement penser à Verratti. Alors, il n'a pas les mêmes qualités en termes de dribble. Tu vois, Verratti, il était vraiment dans les petits espaces, râteau, semelle, il était capable de sortir des trucs de fou. Il est un peu moins fin là-dessus, mais par contre, il a une faculté beaucoup plus grande que Verratti à finir les actions, à être plus haut dans la surface. Et moi, franchement, j'avoue que je ne suis pas surpris par son niveau, mais je suis vraiment surpris par son adaptation aussi rapide. Et il n'a pas peur de jouer. Tu vois, il y avait eu Vitinha il y a 2 ans, quand il arrivait, on en avait parlé un peu de ce caractère. On sentait que c'était un bon joueur de foot. Mais dans le caractère, il avait un peu de mal à s'imposer. Il y avait des égos qui étaient dans le vestiaire qui faisaient que tu devais un peu plus t'écraser, quoi. Aussi. Mais lui, je trouve qu'il prend ses responsabilités dans le jeu, quand il faut jouer vers l'avant, quand il faut percuter, il n'a pas peur. Et franchement, c'est vrai que quand tu sais qu'il a que 19 ans, il y a quand même une Il a que 19 ans. Ah ouais, il a que 19 ans. En fait, c'est ça, c'est qu'on parle de Warren, et c'est normal qu'on parle de Warren à 18 ans à chaque fois, etc. Moyenne d'âge de 20 ans. Mais ouais, João Neves, il a seulement 1 an de plus, quoi. Ouais. C'est un truc de fou. Est-ce que tu es sous le charme, toi aussi? Ben oui, et moi je te rejoins sur ce qui est marrant, c'est que c'est un tout petit format, mais il est costaud en fait. Ah ouais, donc, il trappe le Ferrand. Il peut se faufiler partout, et dans les duels, moi je le trouve bon. Et il y a un autre truc que je lui trouve, c'est que il s'adapte donc au PSG, à l'équipe qui découvre tout ça, mais je trouve que quand on le change de poste, il a aussi cette faculté à s'adapter aussi. Il peut jouer à plusieurs postes sans trop rechigner non plus. Il n'a pas l'air de faire la gueule. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup, mais on ne le met pas dans les j'aime tout simplement parce qu'il y serait toutes les semaines, Romain. Mais moi, j'ai envie de le mettre. Si je dois le mettre toutes les semaines, je le mettrai toutes les semaines. Il n'y a pas de souci. Mais ouais, voilà. João Neves, c'était
C'est mon petit coup de cœur du matin. Ça fait du bien en fait. Et je le disais dans mon billet ce matin que je vous invite à aller regarder. C'est sur un podcast sur France Bleu. Enfin bon, bref, voilà. On est en recherche et on parlera du stade tout à l'heure de joueurs qui te font venir au stade. Je trouve que João Neves, c'est un joueur qui te fait venir au stade. C'est-à-dire que tu peux aller au stade et te mettre en caméra isolée, tu regardes juste João Neves, ses déplacements, quand il a le ballon, ce qu'il fait, ses gestes, etc. Et c'est une formidable raison de venir au stade. En plus, il est toujours joyeux, il est toujours sympa. Donc c'est quand même hyper agréable. Voilà mon petit j'aime sur João Neves. On va faire le premier débat de cette émission, en plus des j'aime pas. Qui est sur ce débat qui est sur les prestations en Ligue 1. Pourquoi ? Parce que je vais vous donner les chiffres. Le Paris Saint-Germain est premier de Ligue 1 avec 6 points d'avance sur l'AS Monaco, avec 9 points d'avance sur l'Olympique de Marseille et 10 sur Lille. Donc le top 4, voilà, on a quand même assez de marge. 12 matchs, 10 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite, 36 buts marqués en 12 matchs. Faites le calcul, ça fait 3 buts par match. 10 buts encaissés seulement. Et pourtant, il y a des moments où, voilà, comme pour le match face à Toulouse, là, on a l'impression que ça ronronne un peu et on peut avoir certaines critiques. Et donc, me vient cette question, est-ce qu'on est trop sévère avec le PSG de Luis Enrique en Ligue 1 pour le moment ? Julie, qu'est-ce que tu penses de ça ? Bien sûr, il y a les analyses Ligue des Champions qui vont venir dans la foulée pour que ça soit une analyse globale. Mais est-ce que tu as l'impression que le PSG est trop critiqué cette année par rapport à ce qu'il fait en Ligue 1 ? Non, moi, j'ai pas l'impression qu'il est trop critiqué. Pour moi, c'est limite normal. Il faut qu'il y ait cette constance au PSG. Après, d'autant qu'on connaît le niveau de la Ligue 1, sans dire que c'est un championnat sans intérêt. Le PSG est quand même au-dessus, donc je comprends qu'il soit critiqué, surtout qu'il y a certaines prestations comme face à Toulouse, même si ça finit à 3-0, où c'est pas la folie non plus. Donc non, moi ça me choque pas que le PSG soit critiqué, sachant que Luis Enrique est là maintenant depuis un petit moment, qu'il place les pièces de son puzzle et qu'on est en droit d'attendre que ça prenne. Après, il y a eu des blessures, il y a eu des petits trucs. La Ligue des Champions, ça se passe pas très bien. Donc non, moi ça me choque pas. On n'est pas trop exigeant avec le PSG. Pourquoi tu veux qu'on soit trop exigeant avec le PSG ? Non, mais moi, je n'ai pas dit qu'on était trop exigeant. J'ai demandé si on était trop sévère. Et que j'ai l'impression qu'on parle d'un PSG en crise. Alors que oui, le mais PSG est-ce que c'est pas parce que 6 points d'avance, quoi. Justement on en attend beaucoup on attend beaucoup d'un club qui a une marge énorme, même sur Monaco qui est très bon cette saison. Est-ce que c'est pas normal ? Pour moi c'est normal. Ok, très bien, ça s'entend. Je vais dire bonjour à Marc Méchenois. Bonjour. Alors on va t'allumer ton micro. Ça va ? C'est bon, Ça va bien, super, merci. Je suis content d'être là. Merci à toi parce que tu t'es déplacé en dernière minute. Donc merci. Ouais, il fallait que je dépose ma fille à la crèche ce matin. Oh, et là j'ai vu ça, j'ai dit c'est bon, je peux y aller. Ça va Marc, tout se passe bien. Au top. T'es en On mode est bien. feel good, toi aussi. Hâte de voir demain soir. Alors justement, tiens, je te demande ton avis. Est-ce que tu trouves que les observations autour du Paris Saint-Germain en Ligue 1 sont trop sévères depuis le début de la saison ? Par moment, ouais. Je pense qu'on oublie en fait. Je pense qu'il faut mettre un petit coup dans le rétroviseur et pour se souvenir des 3 dernières années, l'époque Pochettino, la deuxième partie de saison, enfin l'après-Coupe du Monde de Christophe Galtier et même l'année dernière, c'était pas flamboyant et on n'avait pas un PSG qui cassait tout sur son passage, qui renversait tout sur son passage. On pouvait voir des matchs où le PSG était en difficulté contre des équipes réputées du championnat, aller perdre 3-0 à Monaco, avoir des grosses sorties de route, des défaillances. Là, en fait, je trouve qu'en championnat, il ne faut pas oublier un truc. Certes, il n'y a pas tout le temps la manière, mais il y a le résultat, il y a la marge. Et en fait, c'est aussi ça qu'on demande au PSG. C'est de gagner sans trembler et de ne pas sous-estimer les petites équipes, les équipes supposées plus petites. Et en fait, moi, c'est ça aussi que j'aimerais qu'on remettre en perspective sur le PSG de cette saison. Il n'y a pas forcément la manière, mais il y a du sérieux. On rappelle que le PSG est sur 1, 2, 3, 4, 5 victoires consécutives en Ligue 1. Les seuls matchs nuls qu'on a eus, c'est à Reims et à Nice. C'est un carton plein au Parc des Princes pour le moment en Ligue 1. Est-ce que tu entends ça, Yacine, sachant que, sans aller aussi loin dans le rétroviseur et sans aller aux saisons précédentes, cet été, on disait « Ah, le
PSG, il va être challengé. Hein. Et le PSG, cette année, il n'y aura pas l'hégémonie, il n'y aura pas la domination. Hein. Regardez, Marseille de Zerbi, Monaco, la suite du projet, Lyon, recrutement incroyable, tout ça. Bon, bref, finalement, on n'y est pas, quoi. Donc, est-ce que ça fait que maintenant, on a trop pris pour acquis le fait que le Paris Saint-Germain a dominé ce championnat? Ça, c'est sûr, parce que malheureusement, en Ligue 1, on le voit, l'adversité, elle est vite réduite et elle disparaît même très vite, trop tôt dans la saison. Est-ce qu'on est trop sévère? Je rappelle quand même qu'on a été sévère avec le PSG d'Ancelotti, on a été sévère avec le PSG de Laurent Blanc, on a été sévère avec le PSG de Tourelle. Moi, je rappelle quand même qu'on est juste parisien, en fait. C'est comme ça. Hein. Mais c'est On ça, n'est c'est jamais que c'est une content. constance. En Ben, fait. bien Donc sûr. moi, ça me choque pas plus que ça. Et en plus de ça, je pense qu'on est sévère pour deux choses. C'est que, tu le disais tout à l'heure, malgré tout, oui, il y a la Ligue 1, mais quand on juge la saison, il y a la Ligue des Champions qui vient quand même voilà, un peu remettre les choses à plat. Et il y a une deuxième chose, c'est que on est sévère parce que, en fait, à un moment donné, cette marche que tu as, ben, on s'ennuie, en fait. Voilà, le match de Toulouse, ok, tu le gagnes 3-0 en marquant 2 buts dans les 10 dernières. Oui, tu as marqué 36 buts. Oui, tu es premier, mais en fait, tu t'ennuies. Voilà, alors, je sais que ça peut paraître des fois incompréhensible, etc. Mais s'il y avait de la folie dans les matchs, on serait peut-être moins sévère. On a envie de voir des choses, on a envie de s'éclater de temps en temps. Alors, je dis pas tous les matchs, parce que tu peux pas jouer tous les matchs à fond, mettre de la folie tout le temps. Là, on est sur un retour de trêve. Mais oui, parce que ces matchs-là, on les a déjà vus aussi 1000 fois avant. Hein. Les retours de trêve et avant Ligue des Champions, on sait comment ça se passe. Mais voilà, je pense qu'il y a un mélange de tout ça qui fait que, oui, on en attend plus. On a parfois envie que le PSG plie les matchs avant la 60e et pas à la 85e. Voilà, il y a plein de petites choses. Et moi, je pense tout simplement que, encore une fois, je le redis, mais on le dit pour rigoler, mais c'est la vérité. On est parisien. Et en fait, on n'est jamais content de toute façon. Enfin, je veux dire, même quand le PSG d'Ibra il y a toujours un truc. matraquait des équipes, on arrivait des fois à dire ouais, ce match-là, on n'était pas content. Il y a eu 2-2. Ce match-là, c'est comme ça. On a une exigence. Et moi, je pense qu'il ne faut pas la perdre. Même si des fois, on peut penser qu'on exagère un peu. Moi, je pense qu'il ne faut pas la perdre. Parce que le jour où on tombera dans oh, moi, je suis content de ce qui se passe, je crois que ce sera quand même problématique. Tu t'ennuies toi aussi ou pas? Bah, je m'ennuie un petit peu et moi je rejoins Yacine, c'est que si C'est sévère quand même. Hein. Enfin, non, pour moi, mais... il y a des degrés d'ennui. C'est-à-dire que l'ennui de Galtier. Désolé, hein, je repars. Non, t'as dit qu'on regardait pas dans le rétro, on regarde pas celui-là. Moi, les 3 premiers mois de Galtier, il y a des matchs où je me suis vraiment beaucoup plus régalé que depuis que Luis Enrique est là. Oui. Le PSG Juventus Turin en Ligue des Champions, je ne veux pas dire, mais c'était un match où que Paris doit gagner 3-0 au moment où Mbappé doit donner à Neymar. Mais c'est un des meilleurs matchs que j'ai vu du PSG ces dernières années. Mais ce que je voulais dire, c'est que on pouvait avoir des ennuis collectifs et après on avait les prestations individuelles qui venaient. Là, j'ai l'impression que c'est un peu plus maîtrisé quand même. Et que c'est vrai que ça ronronne, et il y a des attitudes qui parfois m'énervent. Moi, au parc, là, contre Toulouse, il y a des moments où allez les gars, allez-y, tu vois. Voilà. Mais est-ce que c'est un véritable ennui dû au coach? En fait, c'est ça que j'ai envie de poser comme question. Moi, je vais dire oui, parce que déjà, je suis pas fan de ce jeu, je le dis toujours, je suis pas fan de ce jeu hyper latéral où on fait des passes sur passes. Et moi, c'est ça qui fait que je m'ennuie. Et malheureusement, Luis Enrique joue comme ça. Après, moi, je sais pas pour dire que j'ai envie que Luis Enrique s'en aille, parce que j'ai envie de croire au projet, j'ai envie de croire dans ce coach, et je lui laisse le temps qu'il veut, il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est vrai que c'est un jeu qui m'ennuie, et vu que le PSG maîtrise pas non plus tous ces sujets en Ligue 1, bah du coup oui, je m'ennuie, je suis désolée Romain. Ok, non mais il y a les goûts et les couleurs, hein. Il y a plusieurs visions du foot, c'est ça qui est beau. Marc? Ouais, alors, je te suis sur Luis Enrique, mais il faut pas oublier ce qu'il y avait avant en fait, et ce qui faisait qu'on pensait spectacle avant. C'est vrai que quand tu passes de Marco Asensio en attaque, avant tu avais Cavani, Ibra, Mbappé, voire Neymar ou Messi, tu vois, tu descends quand même d'un étage. Je reparlais du match contre la Juve, quand tu as Marco Verratti ou même le Barça avant la remontada, il y a Angel Di Maria, il y a tous ces joueurs-là qui font que y a de la magie sur le terrain, et pour le moment on a des joueurs qui rentrent dans le rang et qui se révèlent pas encore, qui révèlent pas forcément ce côté magique. Alors est-ce qu'ils l'ont? On le verra dans le futur, mais c'est pas que Luis Enrique, c'est aussi le casting des joueurs qu'il y a dans l'effectif, quoi.
faut avoir les joueurs. Je disais tout à l'heure, le but de João Neves m'a fait me lever de ma chaise, mais il faut avoir les joueurs qui te permettent de te lever comme ça. Donc il y a aussi un peu ça. Mais heureusement que Guardiola, il n'est pas au PSG en ce moment, parce que je pense qu'on ne comprendrait pas ce qu'il arrive. Hein. 5 défaites de suite, je peux te dire que ça, Guardiola ou pas Guardiola, on serait occupé de lui. Il a gagné le droit d'avoir un peu de crédibilité quand Non, même. lui aussi, ouais. Non, Si, on gagne jamais le droit de ça. Lui, je pense qu'il est intouchable. En plus, il vient de re-signer 3 Ah ans. ouais, bah fais-le signer au PSG, on va voir s'il a touché. Moi, je vous le certifie. Hein. Toi, tu Guardiola. penses qu'il Ah, mais moi, je vous le dis. Mais on au l'a fait PSG, avec Ancelotti. Non, mais au PSG, je vous le dis. Mais c'est quelque chose que tu critiques, hein, c'est pas quelque chose que Oui. Il aura tu sais, ces 3, 4, 5 premiers mois, voire même 1 an de tranquillité parce que Guardiola. Mais je vous le dis que si tu fais une série de 5 défaites au PSG, Guardiola par Guardiola. Ancelotti, c'est pas comparable. Ancelotti, c'est pas comparable. Le Ancelotti d'il y a 10 ans, 12 ans, et pas le Ancelotti d'aujourd'hui. Il y a 3 Ligues des Champions en plus dans la. C'était déjà un top, mais bon, entre-temps, il est passé au Real Madrid, le plus grand club du monde, et il en a gagné 3. Donc c'est vrai que ça remet une perspective qui est un peu différente. Mais c'est vrai que je me faisais la réflexion je crois que c'était il y a une dizaine d'années, où je me disais. Non mais le PSG, de toute façon tout le monde est critiqué, même si Messi venait, je pense qu'il se ferait critiquer. Bah, il est venu et on a vu. Bon, après c'est vrai qu'il méritait parfois d'être critiqué. Il y a des moments où bon, ok. Donc étant trop sévère avec le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, n'hésitez pas, vous ceux qui nous regardez, ceux qui nous écoutez, de nous dire ce que vous en pensez et savoir si ouais vous trouvez que le traitement médiatique, l'aura, tout ce qui se passe autour du Paris Saint-Germain est peut-être un peu trop sévère. On va faire une petite pause et puis on va revenir sur les 2 derniers débats de l'émission. On va parler de la compo probable face au Bayern et puis on fera un petit débat sur le stade. Ça va être bien. Bientôt, votre radio change de nom. Salut, c'est Eric Rabessan-Ratana, ancien capitaine du Paris Saint-Germain et supporter du PSG. Vous êtes fiers de tout ce qui se fait ici, à Paris, en Ile-de-France ? Alors vous êtes comme moi, un fidèle de France Bleu Paris. Et demain, on écoutera donc ici Paris Ile-de-France, la radio locale de tous les Parisiens et de tous les Franciliens. En 2025, France Bleu Paris devient... Ici Paris Île-de-France. 100% PSG, la tribune. De retour dans 100% PSG, la tribune, avec Julie Yalap, avec Yacine Amened et avec Marc Méchenois. On va parler du match face au Bayern. Demain, Allianz Arena, bien sûr, soirée spéciale sur France Bleu Paris de 20h à 23h30. On aura Pierre Clément et Eric Rabessan-Ratana qui seront en studio. Et puis, on aura Bruno Salomon qui actuellement est en route pour l'Allianz Arena pour nous commenter le match du stade comme d'habitude. Et donc, on va se poser la question de savoir... quelle sera la compo de Luis Enrique, parce que il y a toujours un truc. Il y a toujours un truc dans les compos de Luis Enrique. Alors, j'ai récapitulé là sur ma petite feuille les compositions d'équipe des 4 matchs de Ligue des Champions. Alors, contre Girona, il y a Safonov dans les buts, mais c'est parce que Donnarumma a été blessé, donc c'est pas vraiment une surprise. On a eu Fabian Ruiz qui était titulaire à la place de João Neves. On pouvait se poser la question de savoir si João Neves allait être titulaire. Contre Arsenal, on a Dembélé qui a été hors groupe, Désiré Doué qui l'a remplacé, qui était dans le 11. Contre le PSV, pas de Vitinha, Fabian Ruiz là encore au milieu de terrain avec Warren Zaïre-Emery et João Neves cette fois. Et contre l'Atlético, il n'y a pas de surprise. Contre l'Atlético, Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Warren et Neves, Asensio, Dembélé, Barcola. Pas de surprise là-dessus. Avant de détailler les postes et de détailler un peu les rôles, est-ce que vous voyez une surprise potentielle demain dans la composition de Luis Enrique ? Julie ? Je sais pas. De ce que tu dis, quand il y a eu les changements, c'est parce qu'il y avait des blessés ou des absences, des sorties de groupe. Donc... pour moi, il n'y en aura pas. J'espère qu'il y en aura une parce que Donnarumma, moi, j'ai un peu de mal. Et étant donné que Safonov a fait 2 matchs plutôt corrects, pas flamboyants non plus, mais plutôt corrects, pourquoi pas. Je pense que Donnarumma a besoin d'être challengé parce que contre l'Atlético, sincèrement, il n'a pas grand-chose à faire et il en prend 2. Notamment le dernier, ou alors c'est sur un contre, ça va très vite et que les défenseurs n'auront pas trop le temps de se replacer.
Mais on a un gardien, c'est aussi pour faire des arrêts quand il faut. Donc moi, j'aimerais que Donnarumma soit challengé sans être une grande fan non plus de son potentiel remplaçant. Mais s'il y a une surprise, j'espère que ce sera dans les cages. Bon, on verra. On va détailler le débat de Donnarumma-Safonov. On va parler peut-être de Kolo Muani aussi à un moment et de Beraldo. Le mouet de Marc, ça veut dire que tu sens qu'il y a une surprise potentielle par rapport au 11 type, c'est ça En fait, la question, c'est savoir est-ce que. C'est même pas une question, en vrai. Parce que Luis Enrique, on sait qu'il a une idée, il est prêt à mourir avec, mais demain, tu peux peut-être aussi envisager l'option que tu vas prendre une très grosse pression, parce que le Bayern, c'est une des équipes les plus agressives d'Europe dans le contre-pressing. Et tu as des joueurs qui viennent presser en zone très fort. Et donc, du coup, il va y avoir des espaces. Et pour ceux qui ont vu le match de vendredi soir, il y a des moments où Kim Min-jae et Dayot Upamecano, les deux centraux du Bayern, ils sont 15 mètres dans la moitié de terrain adverse, mais très, très régulièrement. Surtout qu'en fait, le Bayern, ils ont eu 80% de possession de balle. Donc, je pense qu'un peu de vitesse dans le dos des deux centraux, c'est pas une connerie. Et donc, Kolo Muani, c'est le profil le plus adéquat pour ça. Et ceux qui ont vu le match du Bayern contre le Barça en Ligue des Champions, le Barça, je crois qu'ils en ont mis 3 en partant dans le dos avec Rafinha, je pense qu'il est un des meilleurs joueurs actuellement. Il est dans tout ce qui est appel en profondeur. Voilà, pour ceux qui regardent le Real Madrid, lui, il est pas hors jeu. Ça peut être une carte à jouer. Après, je pense que le mindset de Luis Enrique, c'est d'avoir la possession et de les dominer, de les prendre à leur propre jeu. Et... Même là-bas, même à l'Alliance. Je pense que lui, et donc, je ne sais pas s'il envisage cette hypothèse de pouvoir aussi les prendre en compte. Yacine, est-ce que tu vois une surprise pour demain ? La surprise, c'est par rapport à ce que nous, on considère comme étant le 11 type. Mais Luis Enrique va dire qu'il a 22 joueurs type. Il n'a pas un 11 type. Est-ce que toi, tu vois un élément qu'on n'aurait pas vu venir qui sera mis en place ? Moi, je pensais à Kolo Muani aussi. Safonov, on le voit trop venir, donc Luis Enrique, il n'a pas envie que. Il y a un moment, il va devoir tester Safonov sur un match de Ligue des Champions. Mais en plus, je suis persuadée qu'il y aura Didio dans les cages. Je ne sais pas pourquoi. Mais Kolo Muani est même pas en avançante. Moi, je le vois côté droit et Dembélé un peu en faux neuf comme ça, parce que en fait, comme le Bayern met un gros pressing, ça ressemble un petit peu, alors toute proportion gardée évidemment, à ce qui avait été fait par la Real Sociedad, et à savoir que, en fait, pourquoi Luis Enrique avait utilisé Dembélé à l'intérieur du jeu, justement pour sortir de ce pressing et aller chercher les joueurs. Et je pense que si tu as Barcola et Kolo Muani sur les côtés qui sont capables de plonger, et que Dembélé sort de là, parce que Dembélé, en termes de dribble, franchement, même en début de match contre Toulouse, ce qui sort, c'est quand même du très très haut niveau. Bon, après, dans les choix de jeu, c'est du niveau national, enfin. Mais voilà, et moi, s'il y avait une surprise, je pense que je serais plus que le Muani. Il y a un joueur de moins dans l'entrejeu du Bayern. Oui, mais justement, avec le double pivot, mais justement parce que avec Goretzka qui se projette mais justement plus parce que comme tu parlais de son idée de jeu et d'avoir la supériorité, avoir Dembélé qui vient comme un quatrième milieu, tu vas avoir cette supériorité au milieu, pouvoir garder le ballon pour aller chercher. Donc ça peut être une solution. Voilà. Juste alors, pour parler des gardiens, parce que Julie en a un petit peu parlé, et de Safonov et de Donnarumma. Je reprends juste les mots de Luis Enrique pour justifier les titularisations de Safonov contre Lens et contre Toulouse, notamment quand il a été mis à la place de Donnarumma, et que Donnarumma était sur le banc, et donc pas blessé. À chaque fois, il a dit, c'est parce que on voulait gérer le pressing haut, notamment de Lens, c'est ce qu'il avait fait. Il avait dit, Lens presse haut, donc je veux Safonov, parce que Safonov offre peut-être plus de disponibilité à ses défenseurs centraux, balle au pied. Ça ne veut pas dire qu'il a un meilleur jeu au pied, mais ça veut dire qu'en tout cas, il est un peu plus disponible dans ses déplacements. Marc, le Bayern presse haut. Est-ce que ça veut dire pour autant que Safonov il sera là ? La seule chose qu'on va savoir, c'est si Luis Enrique nous a menti après Lens ou pas, en fait. S'il a juste voulu voir, s'il a fait une rotation. Moi, je crois que Luis Enrique a besoin d'avoir des réponses. Donc, sur cette concurrence, sur qui gère le mieux ces matchs de Ligue des Champions. Donc, il y a un moment donné, il va devoir le tester. Est-ce que t'envoyer au feu pour ton premier match en Ligue des Champions à l'Allianz Arena face au Bayern Munich, face à une équipe qui est en besoin de points, qui est très agressive, comme tu le dis, dans le pressing, je suis pas sûr que ça soit la meilleure idée. Et tu as un match après à Salzbourg
tranquille pour monter en puissance. C'est peut-être là le meilleur moment en fait pour te tester sur un match avec des champions. Après, si tu vas avoir une réponse franchie, c'est-à-dire que Safonov fait sur le gros match à Munich, je pense qu'il peut aussi mettre tout le monde d'accord, donc c'est qui tout double. Est-ce que Yacine, tu crois à cette idée de... Il n'y a pas vraiment de hiérarchie, il n'y a pas de numéro 1, numéro 2, mais il y a une adaptation aux caractéristiques de l'adversaire. C'est possible pour un poste de gardien ou pas? Moi, j'y crois pas. Moi, je pense qu'il est en train de tester doucement Safonov et qu'il attend le moment pour le tester dans un vrai gros match et prendre une décision entre guillemets, quoi. Parce que tu parlais de la disponibilité. Déjà contre Toulouse, il a dû toucher 3 fois moins de ballons que contre Lens, on l'a pratiquement pas vu. Ouais, Même c'est au pied. Ouais. Et contre Lens, on a perdu 12 ballons. Oui, Ouais, en mais, plus. mais alors, Il y a eu des relances, il on en avait avait dit, parlé, mais- Luis Enrique, qu'effectivement, il y avait eu des ballons perdus, mais c'était juste le fait d'être dispo et de pouvoir être une solution de passe. Tes gardiens, qui t'as était- perdu autant de ballons qu'Ousmane Dembélé sur ce match. Quand même. C'est vrai, et c'est pas, Oui, c'est c'est vrai. pas, c'est Donc, c'est un vrai exactement le même nombre. Donc il y a ça, et moi je pense qu'en fait, moi, ma théorie au départ contre Lens et tout, c'était pas le jeu au pied ou la disponibilité, c'était plus de dire, je le mets parce que t'as plus toutes les coupes en fait qu'il y avait avant. Et donc, à un moment donné, il faut bien que ton gardien il joue un peu parce que Sinon, je il leur part dis, en si- rythme. Tu le perds. tu le perds. Et puis si demain Donnarumma il prend un rouge dans un match, parce que ça peut arriver, un dernier défenseur, il sort de la surface, et voilà. Qu'est-ce que tu fais à ton gardien? Tu l'as pas fait jouer Pas depuis demain, 4 s'il mois te et demi. plaît. Non, pas demain. Tu l'as pas fait jouer depuis 4 mois et demi, ça va être compliqué de lui demander quelque chose. Donc moi je pense qu'il a besoin de lui donner un peu de temps de jeu et il a besoin de vérifier certaines choses. Et je continue de penser, je pense comme Marc, que dans un match de Ligue des Champions, je ne sais pas lequel, parce que je ne suis pas persuadé que le Bayern soit le meilleur pour lancer quelque chose un peu de nouveau, mais il sera testé sur les 4 prochains, et en fonction au plus des résultats, pour voir ce que ça donne. Voilà. Et je rappelle que le dernier gardien qui avait été lancé dans un grand match, c'était son premier grand match de Ligue des Champions face au Bayern. C'était Christophe Revaux, je ne sais pas si c'est un bon souvenir. Ouais, ça date. On perd son âme parce que... Oui, mais ça n'avait pas été Il une en avait franche pris réussite à 5 Paris. et ça a été la fin de son aventure au PSG déjà à l'époque. Dès le premier alors. match. Dès le premier match. Julie, juste pour terminer sur Safonov et Donnarumma, si on a ces débats-là, c'est parce que Donnarumma, cette année, alors moi je l'ai énormément défendu, mais depuis le début de saison, il est loin d'être irréprochable, même en Ligue 1, quoi. Bah oui, et puis peut-être que Luis Enrique essaye de le challenger lui aussi parce que il est un peu dans ses pantoufles. Gigio, il est pas depuis qu'il est au PSG, il est pas challengé, il est numéro 1. Franchement, moi, j'ai même pas le souvenir d'une énorme prestation. Peut-être que je les ai oubliées, hein, mais en fait, je reste. Cette année Non, pas cette année, mais depuis qu'il est arrivé. Ouais, Ah oui, depuis. Moi, j'en ai Oui, une, moi. non, moi je parle vraiment. Cette de saison, moi, je peste tout le temps. Le gardien, être gardien de but, c'est tellement un poste tellement spécifique et tu vois tout. En fait, la moindre erreur, tu la vois. Et je trouve que Donnarumma, il coûte beaucoup de points au PSG, pas en Ligue 1, mais en Ligue des Champions. Il fait pas ces arrêts décisifs qu'on attend de lui et il est très bon avec l'Italie. Je sais pas, peut-être qu'il y a un truc au PSG qui cloche ou je sais pas. Après, c'est pas le jeu au pied, hein, c'est le même en Italie, j'imagine. Mais Oui, c'est pareil. Ouais. mais je sais pas, peut-être qu'il est plus à l'aise en sélection qu'en club, mais je pense qu'il a besoin d'être challengé, il a besoin d'avoir quelqu'un dans les pattes qui pousse aussi. Ça peut être casse-gueule de lancer Safonov contre le Bayern, mais sincèrement, je pense que Luis Enrique, il serait totalement capable de le faire parce qu'il est un peu en mode je fais ce que je veux. Moi, j'ai regardé le petit doc sur lui, là, et ils sont plusieurs dans sa tête. Je pense que s'il a envie de le faire demain, il le fera sans se dire ah bah, on va me tomber dessus si ça tourne mal, quoi. Mais tu vois, vite fait pour finir là-dessus, c'est terrible quand même de se dire que Donnarumma, c'est sa 3e saison. Ouais. Quatrième, tu vois. Et en fait, t'arrives pas vraiment à identifier un énorme match. Tu vois, Navas, par exemple. Si, moi j'en ai un. Non, mais tu peux en avoir un J'en ou ai deux, mais un, Navas, tu les identifies direct. Tu vois ce que je veux dire? Navas, il a marqué son Bayern, passage. Non, mais déjà, le Bayern, mais bonjour. son passage au PSG, il est marquant là-dessus, et notamment en Ligue des Champions. Donnarumma, t'arrives pas, tu te dis, ouais, il y a ce match-là, oui, il est très fort, ce match-là, mais sur la durée, on est à la 4e saison. Bon, il n'y a pas beaucoup de matchs références quand même, quoi. On l'a encore en essai vert ou pas? Non, Avec Donnarumma? Non, moi je suis d'accord avec vous, avec le constat. Et on a beaucoup parlé de son jeu aérien, mais contre l'Atlético, c'est sur son point fort Ouais, c'est sur les arrêts. Voilà, c'est son jeu sur les arrêts, sur la ligne, il est exceptionnel, mais bon, après, ça n'excuse pas tout. Je veux dire,
Après le match, c'était contre Arsenal, j'ai reçu un message d'un de mes confrères, d'un de mes collègues du Parisien, qui m'a envoyé une compile vidéo de. Ouais, la tournée, elle a fait super mal. Mais Moi, non, j'ai en revu fait, c'était une compile vidéo qui avait été faite par un professionnel du milieu et en fait, qui ciblait en fait toutes ces sorties aériennes. Et c'est assez problématique parce que ça revient souvent, quoi. Ouais. Bon, Et Safonov, je suis pas sûr qu'il soit meilleur, mais il est beaucoup plus proactif que lui. Et je pense que c'est aussi ça qui plaît à Luis Enrique. On verra ce que ça donnera pour Donnarumma. Alors, vous avez parlé de Kolo Muani, les deux également. Est-ce que tu penses, Julie, que Kolo Muani, il a un coup à jouer là? Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, il n'y a que nous qui demandons Kolo Muani et que Luis Enrique, pour lui, c'est même pas une option, quoi. Bah, peut-être que ça le sera. Mais ce qui est marrant, c'est que quand tu reviens des trêves internationales, généralement, tu as toujours un peu le contre-coup. Kolo Muani, c'est l'effet inverse. Il rentre de sélection, Il est bien. Il est là, il est bien, il s'est requinqué mentalement. Il a été plutôt bon contre Toulouse. Il connaît l'Allemagne, il connaît le Bayern. Enfin, je sais pas, peut-être. Après, encore une fois, Luis Enrique, il est tellement imprévisible que moi aussi, logiquement, je me dis qu'il a sa place dans le 11 face au Bayern après les derniers matchs, mais je pense pas qu'il le fera. Comme Didio, je pense pas qu'il le fera. C'est pas la première fois qu'il fait une bonne rentrée, parce que contre l'Atlético, il avait été bon aussi. Donc, est-ce qu'il va mériter d'être titulaire pour un match? Mais tu vois, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on lui tape beaucoup dessus. Souvent à juste raison, il y a du déchet, il y a tout ce qu'on veut, mais je trouve malgré tout qu'il n'a pas lâché dans l'attitude, dans ses entrées en jeu, il donne ce qu'il a à donner. Et en plus, comme tu dis, je pense que les 2 dernières entrées, elles sont bonnes. Voilà, c'est pas juste dans l'état d'esprit, je donne ce que je peux. Là, il fait passe D pour Vitinha contre Toulouse. Hein. Non, mais je pense que voilà, il donne ce qu'il a à donner et c'est vrai qu'on. Alors, encore une fois, c'est pas le type de joueur que, comme on disait tout à l'heure, je viens pas au parc pour voir Kolo Muani. mais tu as besoin aussi de joueurs qui, avec très peu de temps de jeu, donnent quand même tout, qui sont dans l'état d'esprit, qui se cachent pas. Voilà, ça peut être la bonne surprise aussi. Après, même s'il était titulaire demain, je vais pas attendre un triplé de Kolo Muani. Je vais attendre qu'il soit dans l'état d'esprit et qu'il donne ce qu'il a donné, quoi. Moi, il y a un autre truc aussi, j'en avais déjà parlé ici. Est-ce que dans sa tête, à Luis Enrique, Kolo Muani, c'est pas juste un joker, en fait, quelqu'un qui rentre en fin de match pour dynamiser? Est-ce qu'il le considère vraiment comme un titulaire? Parce qu'on en avait parlé aussi il y a quelques semaines en se disant, voilà, peut-être que Kolo Muani, il aura sa dernière chance de prouver qu'il peut être un titulaire. Il avait été remplacé, je crois, avant l'heure de jeu. J'ai plus le match en tête, mais je crois que c'est à Nice où il sort à la mi-temps. Est-ce que Luis Enrique considère pas juste Kolo Muani comme un joueur en sortie de banc pour venir essayer de faire la différence ou apporter du 109 en fin de match? Moi, en tout cas, c'est l'idée que je m'en fais vu l'utilisation de Kolo Muani. Marc? C'était le papier du Parisien de ce matin. Ah ouais? Ouais. Ah. Non, on explique non pas pourquoi il a ce traitement-là, mais on essaie de donner des pistes. Et en effet, il a rétrogradé dans la hiérarchie des attaquants, que ce soit sur le poste axial ou les excentrés. Mais et qu'en fait, quand il faut attaquer, il faut dynamiser, il faut rentrer, il y a peut-être des coups à jouer, c'est là où il le fait rentrer. Et par contre, la statistique est un peu dramatique, c'est que sur les 6 derniers matchs, il a joué 60 minutes, en fait, Randal Kolo Muani. Donc, c'est pas 61 minutes, pour être très précis. Et je pense, en fait, en effet, il y a une histoire de profil, il y a une histoire de dynamique aussi. Quand il revient de la trêve de l'équipe de France, c'est un garçon qui a retrouvé du temps de jeu, qui retrouve la confiance. Et je pense aussi que ça lui a servi cet été l'Euro de se rendre compte qu'il n'était pas le seul problème de ses mauvaises performances, mais c'est juste que c'était pas très compatible et que cette saison, il a décidé de faire un peu autrement que ce qu'on lui disait, mais de faire aussi avec sa personnalité et ses qualités. Moi, j'aimerais bien le voir, mais je pense pas que ça soit sa dernière chance. Je pense que son sort, il est entendu et que ça sera un des sujets à suivre dans le mercato. Et c'est aussi ce qu'on dit ce matin dans le Parisien. Bon, alors, on va parler du stade dans quelques minutes. Juste, dernier point de compo. C'est peut-être moi, c'est peut-être un pressenti, un ressentiment hyper personnel. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une dinguerie Beraldo-Nuno Mendes Ça, c'est ton ressenti. Alors, c'est que moi. Ouais. Parce qu'entre la blessure de Nuno Mendes et ce qu'il offre. C'est vrai, si, pardon, j'ai oublié et ce qu'il offre tactiquement, Beraldo. Mais c'est quoi sa blessure? Il a une petite entorse de la cheville. Normalement, ça devrait. Physiquement, ils disent que normalement, c'est bon. Donc, moi, si c'était musculaire, je t'aurais suivi, mais franchement, la cheville, je pense que c'est jouable. Et honnêtement, sur la gestion de la profondeur, la vitesse et tout, en dehors de ses qualités offensives, parce que quand il y va, il se passe des choses, mais il va pas souvent.
Je pense qu'aujourd'hui, à Munich, il ne se passera pas de. Enfin, Il y aura moi, pas je de ne vois dinguerie. pas se passer de Ouais. Nuno Mendes. Après, tu es face à un joueur qui va pas te prendre, qui rentre beaucoup à l'intérieur. Oui, Guerrero et qui Non, mais et t'as même de l'autre Guerrero côté qui déborde, mais t'as Michael Ollis Ollis qui rentre beaucoup sur son pied gauche. Donc peut-être que ça, par rapport à Beraldo, c'est peut-être un peu moins problématique que des joueurs qui accélèrent le long de la ligne, puisqu'il a un déficit de vitesse. Donc peut-être que oui, mais c'est vrai que toutes ces prestations côté gauche, elles n'ont pas donné. Ah non, elles ont pas été folles. Des Mais dans le rôle du garanties. troisième central, voilà, je me dis ça. Et puis la pratique au PSG, quand un joueur il est à peu près apte, voire un peu limite, tu l'envoies et puis. C'est moi qui suis dans Voilà, mon délire. c'est- Oui, mais alors, tu penses pas qu'il prendra de risques sur le gardien, mais alors là, Beraldo, t'y vas. Moi, toi. j'ai pas dit qu'il prenait pas de risque sur le gardien, c'est toi Ah. qui l'as dit. Hein. D'accord. C'est vrai. Allez, on va s'attaquer au dossier du stade. Pourquoi ? Parce que Nasser Al-Khelaifi a décidé d'en reparler. Voilà. Il a décidé d'en reparler la semaine dernière, lors de l'inauguration du campus PSG. Il en a parlé dans 2 médias différents, chez RMC, dans l'émission de Jérôme Roten, et sur Canal+, il était suivi par Olivier Talaron, qu'on embrasse. Alors justement, je vais vous faire écouter Nasser Al-Khelaifi, qui a parlé du stade et qui a donné quelques arguments pour expliquer que le PSG devait absolument partir du Parc des Princes. On l'écoute. On est Paris Saint-Germain, club de foot. Nous, on a besoin de construire un meilleur stade au monde. On a besoin de faire des financiers. Tous les autres clubs européens de construire un stade plus grand, plus moderne, plus. C'est vital pour le club d'avoir un grand stade. Sinon, on est derrière de tout le monde. Donc vous quittez le Parc des Princes, c'est sûr. C'est la ville décidée déjà pour nous. Alors, il y a 2 arguments là-dedans. Il y a 2 arguments. Il y a le premier argument de la taille du stade. Chez Jérôme Bretagne, il a dit qu'il fallait un stade de entre 80 et 90 000 places. Et il y a l'argument de la mairie qui veut absolument pas vendre et donc qui pousse le PSG à sortir du Parc des Princes. Il dit que c'est une question de vie ou de mort pour le club. La question que je vais vous poser, c'est de savoir si les arguments de Nasser Al-Khelaifi sont crédibles. On va se poser la question. L'idée n'est pas de faire un choix, parce que je sais que le débat est hyper polarisant et ceux qui défendent chaque camp essayent véritablement d'avoir une masse de population derrière eux. Et donc on a l'impression que c'est l'un ou l'autre. De savoir, je suis du côté de la mairie dans le dossier du parc ou je suis du côté du PSG. L'idée, c'est pas de choisir un camp, c'est d'essayer d'expliquer, de voir les arguments de chacun. Marc, je t'ai vu un peu lever les yeux au ciel. Est-ce que c'est une question de vie ou de mort pour le PSG ? En fait, voilà, si on prend cet argument-là, c'est non, c'est pas une question de vie ou de mort. PSG, il dégage 130 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le Parc des Princes. Alors, j'imagine qu'en faisant un PSG Land, on fera plus. Mais aujourd'hui, tu as une masse salariale qui est régulée, tu as des rentrées droits télé, Ligue des Champions qui te permettent de gagner de l'argent, plus le merchandising. Et même en Ligue 1, tu n'as pas trop été affecté par la baisse des droits télé. Ouais, tu as eu le CVC qui t'a permis d'être à l'équilibre dans une année où tu avais encore Messi, Neymar, Ramos, Mbappé en masse salariale. Donc non, c'est pas une question de vie ou mort comptablement parlant. Et moi, la question que j'aurais aimé poser au président, c'est que cette année, on voit qu'il y a des trous dans le stade. On va y venir. Donc, en faisant un stade de 70 000, 80 000 places, est-ce qu'il a peur à Montigny-les-Bretonneux, c'est ça, ouais. C'est une des options. Enfin voilà, à Montigny-les-Bretonneux, est-ce qu'il pense qu'il va les remplir parce que je leur souhaite bien du courage. Juste, alors, sur le stade, effectivement, il dit 80 à 90 000 places. Le PSG affiche guichet fermé. Le match contre Toulouse était visiblement un guichet fermé, ce qui me paraît bizarre, parce que quand on a reçu l'affluence, qui était une affluence complète, ce qui était bizarre, parce qu'il y a une partie d'Auteuil qui était fermée pour cause de suspension. Moi, je me suis fait un petit focus, parce que je m'emmerdais un petit peu pendant la première période, et donc je regardais la tribune Paris, qui est en face de la tribune presse. Il y avait des trous, on distinguait la tour Eiffel. Alors, il y en a plein de gens qui disaient oui, mais il faisait froid. Bon, il a fait froid quand il y avait Messi, Neymar, et les gens, ils étaient là. C'est un constat depuis le début de la saison, en fait. Et j'ai l'impression que, ouais, il y a une forme. On nous dit c'est parce que sur Ticketplay, c'est difficile de vendre, de revendre les trucs. Sauf qu'il y a des places, à la vente, des places normales sans passer par Ticketplay, encore sur les grands matchs. Est-ce que l'argument il faut absolument 80-90 000 places, Yacine, tu l'entends ? Non, il faut absolument 20 000 loges, en fait. C'est ça qu'il aurait dû dire. Parce que la vérité, elle est là.
c'est pas une question de nombre de places. 80 000 places, de toute façon, même les grands clubs aujourd'hui, ils les remplissent plus. Donc, c'est pas une question de. Si, tu vas le remplir, oui, en Ligue des Champions, en fait, en gros, 7 fois dans l'année, quoi. Donc, en fait, ce qu'il veut, lui, c'est pouvoir construire plus de loges parce que ce qui rapporte le plus, c'est ça. Et aujourd'hui, au parc, tu vas arriver à la limite parce que si tu rajoutes des loges, tu vas te retrouver avec 25 000 places, en fait. C'est ça la problématique, elle est là. Donc, tout son argumentaire, il tient pas. Son argumentaire aussi, dans 7 ans, on aura un stade. Je ne sais pas s'il est au courant qu'en France, il y a énormément de recours. Quand tu Il a même dit dans 3-4 ans à la base. Si tu l'as dans 10 ans, on sera déjà pas mal. Victoriano Melero, il a dit 8 ans dans l'interview qu'il a accordé chez nous. Donc voilà. Et puis, non, moi, je pense que et tu vois, on parlait des trous qu'il y avait ce week-end. Là. Le truc, c'est que ouais, toutes les places, elles sont vendues. Elles se revendent après, mais toutes les places, elles sont vendues. Donc voilà. Le truc, c'est que, ouais, de toute façon, moi, je l'ai déjà dit, même à l'époque, il me semble que c'est la 3e année de Laurent Blanc, quand le PSG commence un peu à être trop tranquille en Ligue 1, bah, le parc, il n'est pas plein, en fait. Parce que je redis tout ce qu'on a dit depuis le début de l'émission. Alors, évidemment, il y a la circulation, la météo et tout, et ce week-end, ça a été un peu compliqué pour venir un peu partout, de toute façon. Enfin bon, si c'est compliqué de venir dans le 16e arrondissement, c'est comment pour aller à Montigny-le-Bretonneux? Non, mais alors là, ça va être très, très, très compliqué. Il neige là-bas. Hein. Ouais. Et ça tient. Mais en plus de ça, à un moment donné, les gens se lassent, entre guillemets. La 3e année de Laurent Blanc, le parc ne faisait pas le plein. Il y avait plein de matchs où il y avait des trous dans le stade. Et donc, on parle d'un stade de 47 000 places. Donc 80 000, tu vas faire comme Lyon, comme plein de clubs. Ça veut dire que tu vas fermer le dernier étage 8 matchs sur 10. Je veux dire, ça ressemble à rien. Voilà. Et pour la dernière chose, c'est la localisation, évidemment. Bon, Montigny-le-Bretonneux, moi, j'habite pas très loin, ça me dérange pas, mais c'est pas. Moi, je viendrais pas. Hein. Mais voilà, mais c'est pas un stade. Enfin, c'est pas un lieu pour le PSG. Voilà, faut être logique. Ouais. Julie, qu'est-ce que tu penses des arguments de Nasser? Est-ce que tu les trouves crédibles? Et après, je reviendrai sur ce qu'il dit sur la mairie. Bah, évidemment que c'est pas crédible parce que. En fait, quand il a un double discours dans le sens où il veut baser son nouveau projet sur Luis Enrique et son aversion, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais pour les stars. Donc il veut des joueurs de qualité qui fitent avec son projet, avec son plan de jeu, tout ça. On le voit avec le PSG aujourd'hui, toutes les stars sont parties. Même si Joao Neves est un incroyable joueur que j'adore, je ne suis pas sûre que les gens... parce qu'on a eu tendance ces dernières années à dire que le parc, c'est un peu Disneyland. C'est-à-dire qu'il y a de la lumière, on y va, il y a des stars, on va passer un bon moment. Une fois, il y a eu beaucoup de personnalités qui se déplaçaient. Alors déjà, est-ce que les personnalités iront à Montigny-le-Bretonneux? J'en suis pas certaine. Il y aura peut-être un peu moins de Kim Kardashian. Oui, ensuite, est-ce que le PSG de Luis Enrique va faire déplacer... Admettons que ça joue hyper bien, il manquera quand même, parce que c'est le foot d'aujourd'hui, il manquera une star, 2 stars, 3 stars, une star sur chaque ligne, peu importe. Je ne suis pas certaine que, très sincèrement, qu'il soit rempli plus que le parc est rempli cette saison. Donc non, l'argument n'est pas recevable. En plus, il n'est pas du tout recevable, vu le projet qu'il veut mettre en place avec Luis Enrique. Juste, si j'essaie de mettre les deux arguments ensemble de Nasser Al-Khelaifi, qui dit... La mairie nous a poussé dehors parce qu'elle ne veut pas vendre. Et j'ai envie de faire un stade de 80-90 000. Mais si la mairie avait voulu vendre, tu ne pouvais pas faire 80 000. Tu pouvais pas faire 80-90 000. Ça veut dire qu'il n'y a pas trop de cohérence dans tous les arguments que veut mettre Nasser. À la base, le projet, c'était 60 000. Voilà. C'était recasser le parc pour faire 60 000 en réinclinant les tribunes et en faisant en sorte, je monte le... Oui, parce que c'est derrière moi, pour ceux qui nous regardent sur le que les virages soient réinclinés et ils arrivent derrière les buts. C'est à peu près ça, avec des rehaussements ou pas de pelouse. Mais il faudrait aussi pouvoir toucher à l'enceinte, qui est en fait une vieille enceinte en béton et avec des structures très très lourdes pour pouvoir reconstruire. Par endroits peut s'avérer un peu vétuste. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça tremble un petit peu. Quoi. Oh, non, c'est un stade qui a été rénové il y a 5 ans. C'est 10 ans, pardon. Oui, mais tout ça, ça a été testé, travaillé. Les architectes qui ont refait le parc dans son aspect loge, circulation,
ont aussi été mandatés, missionnés pour faire des études. Il y a un cabinet à Bordeaux aussi qui a été mandaté pour faire des études de faisabilité d'un parc à 60 000 places. Donc c'est faisable. Ils ont toutes les clés en main pour le faire. Mais je pense qu'on ils est peuvent tous pas aller au-delà, d'accord. par contre. On est tous d'accord pour penser que l'argument de la mairie veut pas vendre, c'est l'excuse que prend Nasser Al-Khelaifi. Je pense pour justifier auprès peut-être des historiques, des supporters qui sont attachés au Parc des Princes, qui ne voient pas le PSG hors de Paris ou hors du Parc des Princes. C'est une façon de dire, vous voyez, c'est la mairie de Paris qui nous met dehors. On n'a pas d'autre choix que d'aller à Montigny et on ne peut pas rester au parc parce que la mairie ne le veut pas. Mais je pense, et il le sait très bien, je pense qu'on est tous conscients du fait que l'excuse de la mairie de Paris, c'est une excuse. Marc. Pour moi, c'est presque plus une excuse. C'est même pas un argument pour justifier auprès du public. C'est une espèce de ritournelle, un espèce de drapeau qu'ils agitent comme ça tous les 6 mois pour remettre la pression sur la mairie de Paris et essayer de les ramener à la table des négociations ou de faire en sorte que le sujet reste sur la table jusqu'aux prochaines élections municipales. Mais est-ce que le PSG est encore à la table des négociations ? Non, le PSG y est pas. Je pense qu'ils veulent en gros, je sais pas s'ils veulent les mettre à genoux ou s'ils veulent pas recréer les conditions d'un dialogue, mais en tout cas, ils veulent faire en sorte que... Je pense que la priorité du PSG, c'est pas de partir, en fait. Donc... toi, tu le penses encore, là Non, ouais, je pense. Moi, je suis sûr, en fait, stratégiquement, tu peux pas avoir un stade en dehors de la ville ou très éloigné de la ville de Paris. C'est impossible, en fait. Si t'as un stade à Boulogne, ça marche. Si t'as un stade à Neuilly, ça marche. Mais si t'as un stade à Aulnay-sous-Bois, ça marche pas, en fait. Oui, à la base, il parlait du fait de pouvoir racheter aussi un des hippodromes. Ça pouvait être Saint-Cloud, ça pouvait être... Ouais, mais la mairie de Paris, elle est intéressée, Auteuil, en fait. Donc, c'est compliqué. Il y a ça. Et... surtout, ce que je veux dire, je pense que la stratégie du club, c'est une stratégie de communication. C'est de faire en sorte que ce sujet soit toujours un sujet d'actualité, parce qu'en fait, si vous regardez bien la mairie de Paris, ils n'en parlent pas. Enfin, ils en parlent que quand le PSG en parle, t'as raison. Oui, mais quand on leur tend un micro pour les interroger, mais c'est pas eux qui viennent en parler, en fait. Bizarrement, quand Nasser Al-Khelaifi, à chaque fois qu'il est devant un micro, on lui en parle, et il est très loquace là-dessus. Moi, je pense que c'est une stratégie de pression, de maintenir un sujet d'actualité pour obliger la mairie de Paris à réagir et certainement, à un moment donné, à agir et à faire des concessions. Mais leur prio, de toute façon, ils ne s'en cachent pas, c'est de rester au parc. Alors, je donne juste aussi les arguments du PSG qu'ils donnent officiellement pour expliquer la cassure avec la mairie de Paris. C'est que le PSG a payé les travaux de rénovation de 2016, en 2016, avec une promesse orale de la mairie comme quoi ça serait un montant qui serait retiré du montant de vente quand ils vendraient, et qu'après, effectivement, la mairie d'un coup a dit non, on vendra pas. C'est pas vrai. Bon. Voilà, je donne les arguments du Paris Saint-Germain. Moi, c'est les arguments que le PSG... Je vais trahir un secret. À l'époque, j'ai fait un papier pour France Football, c'était en 2014-2015, et j'ai eu Jean-Claude Blanc sur ce sujet. On a discuté là-dessus. Je l'ai eu pendant 3 quarts d'heure au téléphone. Il m'a expliqué la partie business du truc. Pourquoi il le faisait. Mais il n'a jamais dit... il n'a jamais parlé d'acquisition du stade. J'ai vu, pour ce papier, j'avais vu l'architecte qui faisait la rénovation du stade. Et quand je l'ai vu, il m'a parlé de ce que voulaient faire les Qataris quand ils sont arrivés, c'est-à-dire avoir leur propre stade et donc déménager du Parc des Princes. Et on leur a expliqué que en fait, c'était pas possible parce que le Parc des Princes, ça faisait partie de l'identité du club. Et donc, ils ont dit « Ok, on reste, mais on agrandit le stade. » Mais dans le discours, que ce soit de Jean-Claude Blanc ou de l'architecte en question, il n'a jamais été question que le PSG rachète le Parc des Princes quand ils sont arrivés ou quand ils ont fait la rénovation en 2014-2015. Donc maintenant, moi, j'y crois pas. D'accord, ok. J'y crois pas. Et l'autre truc qu'il faut dire, c'est oui, on fait une concession. Paris, je crois qu'ils ont payé 150 millions ou 175 millions d'euros de travaux pour rénover le parc. C'était en 2015. Donc, à partir de la saison 2015-2016, ils ont joui pleinement du parc avec les loges. Ils sont passés de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel à, de manière graduelle, plus de 100 millions pour arriver aujourd'hui à 130 millions d'euros de chiffre d'affaires. Par an. Donc, chiffre d'affaires, bénéfice, je ne saurais pas faire le calcul, mais je
pense qu'ils sont pas loin d'en rentrer quand même dans leurs finances quand même. Dans leurs frais par rapport aux Oui, travaux bien qui ont été faits. Bon, en tout cas, c'était intéressant. C'était Voilà. sympa et merci pour tes précisions là-dessus. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Hein, on va s'arrêter là-dessus et puis on va se donner rendez-vous nous après le Bayern. Là, on fera un autre podcast. C'est la fin de cette émission. C'était un peu brouillon pour terminer. Ouais, c'était un peu brouillon, je suis désolé. C'est donc la fin de 100% PSG, la tribune. Je le disais, on va se donner rendez-vous mercredi soir pour débriefer le match face au Bayern en Ligue des Champions. Je rappelle qu'il y a soirée spéciale sur France Bleu Paris de 20h à 23h30. Demain sur notre antenne de 20h à 21h, il y aura l'avant-match avec Pia Clément, avec Eric Rabé-Sandratana, avec Bruno Salomon qui sera en direct de l'Alliance Arena, qui est actuellement en petit sur la route. Oui, toi aussi tu vas ? Non, j'avais une petite info, Kimpembe est dans le groupe. Ah, Kimpembe dans le groupe. Ok, pourquoi pas. Tu vois la surprise. Ah, là voilà la surprise. Une petite info, elle est pas de moi, le groupe est tombé. Voilà. D'accord. Et donc ça c'est pour la soirée. Il y aura les commentaires du match bien sûr et puis le débrief jusqu'à 23h30 sur France Bleu Paris. J'aimerais vous remercier. Merci Julie, merci Yacine, merci Marc d'être venu aujourd'hui pour cette tribune. Ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas à nous mettre des petits pouces bleus, ça nous aide énormément. Ceux qui sont en podcast, les étoiles, les 5 étoiles, vous nous les mettez sur quelles que soient les plateformes, hein, que ce soit sur la plateforme ici, que ce soit sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, enfin bref, tous vous les connaissez. Merci à tous ceux qui ont été avec nous. On se donne rendez-vous mercredi. Il est temps de fermer cette émission.